Chapitre 7. De jolis yeux noirs. Le Victoria jeta l'ancre à Port Saïd dans l'après-midi. Nous étions tous sur le pont, impatients de voir le continent, et même si nous n'aperçûmes rien d'autre qu'une grande plage de sable et 2 banales maisons blanches à arcades, notre désir de fouler la terre ne faiblit pas. Il n'en aurait pas été autrement si Port Saïd avait été l'endroit le plus affreux du monde. Nous éprouvions tous une certaine lassitude à être sur le bateau, même si chacun de nous l'aurait farouchement nié. Nous accueillîmes donc gaiement ce changement d'horizon avec son lot de nouveaux visages. Les marins se pressaient également pour ravitailler le bateau en charbon. Je ne connais pas plus grand calvaire que d'être coincé sur un navire pendant le ravitaillement en charbon. Les hommes s'armèrent de cannes et les femmes d'ombrelles afin, m'expliquèrent-ils, de tenir les mendiants à distance. Je ne possédais ni l'un ni l'autre et déclinais toute proposition d'y remédier. Je tenais à mon idée, probablement erronée, qu'un bâton fait ressortir la bassesse de celui qui le brandit plutôt qu'il ne la maintient à distance. L'ancre venait à peine d'être jetée que des embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de notre navire, barrés par des Arabes à moitié nus qui se battaient, se saisissaient au collet, s'invectivaient pour être les premiers à nous conduire au rivage. De toute ma vie, je n'ai jamais assisté à une telle foire d'empoigne pour quelques pence. Certains n'hésitèrent pas à jeter leurs rivaux à l'eau. Lorsque l'échelle fut abaissée, ils l'attrapèrent et la gravirent comme si leur vie en dépendait, s'y accrochant jusqu'à ce que le capitaine n'ait d'autre choix que de commander à son équipage de les repousser avec de longues perches. À la vue de cet épouvantable spectacle, je compris qu'il y avait quelques raisons à s'armer d'un bâton. Notre groupe fut l'un des premiers à descendre l'échelle. Nous voulions accoster ensemble, mais quand nous prîmes place dans l'un des esquifs, des passagers furent littéralement tirés par des bateliers concurrents dans d'autres embarcations. Les voyageurs firent un usage vigoureux de leurs cannes en vain. Même si je pensais que la conduite des Arabes le justifiait, je ne pus m'empêcher de me désoler de ce brutal traitement infligé à ces pauvres hères à la peau noire. J'étais également époustouflé par leur détermination. Ils se recroquevillaient sous les coups, mais tenaient bon. Une fois notre groupe dispersé, il ne nous restait plus qu'à nous retrouver sur le rivage. À mi-chemin, les bateliers s'arrêtèrent et exigèrent avec véhémence d'être payés illico. Au milieu de l'eau, nous étions complètement à leur merci. L'un d'eux me dit que l'expérience lui avait appris, au prix fort, que quand il conduisait un Anglais sur la terre ferme, il ne recevait que des coups de bâton pour tout salaire. Arrivé sur la plage, mes chevilles s'enfonçant profondément dans le sable à chaque pas, je me dirigeai avec mes compagnons vers la rue principale de la ville. Presque aussitôt, nous fûmes encerclés par de jeunes garçons qui nous exhortèrent à faire un tour à dos d'âne. Il y avait des montures de toutes couleurs et de toutes tailles, et les garçons criaient d'un ton suppliant « Voici Gladstone, vous pouvez le monter, voyez comme il a de jolis yeux noirs !» Leur voix était si plaintive que ces jolis yeux noirs rendaient les canassons irrésistibles. Si l'on était d'un autre bord politique et que l'on refusait de monter Gladstone, on pouvait toujours choisir un âne du nom d'une célébrité. Il y avait Mrs. Maybrick, Mary Anderson, Lily Langtry et les hommes les plus fameux de notre temps. J'avais déjà eu affaire à ces bêtes lors de mon séjour à Mexico, mais les balades en âne étaient une découverte pour beaucoup de passagers. C'est ainsi qu'ils s'engagèrent dans la vieille ville endormie, cahotant, riant, criant, rebondissant comme des balles en caoutchouc sur leurs selles, tandis que les garçons guidaient les animaux à l'aide de badines. Une cinquantaine de personnes se mit en route de cette joyeuse manière, alors qu'une poignée d'entre nous se rendit dans une maison de jeu. Nous nous y amusâmes comme des petits fous à placer notre or anglais sur des chiffres et des couleurs, attendant impatiemment que la roue tourne. Je crois qu'aucun de nous ne connaissait les règles, mais nous posions notre argent hardiment sur la table et rions de le voir aussitôt empoché. Lorsqu'un orchestre de charmantes jeunes femmes, l'autre attraction du lieu, monta sur scène, les hommes s'empressèrent de quitter la table de jeu. Plus nous restions dans cette maison, moins il nous restait d'argent pour rapporter quelques souvenirs de Port Saïd. J'avais débarqué dans la ville en me promettant de ne pas dépenser un sou afin de ne pas grossir mon bagage. Je résistai ainsi aux dentelles vendues à prix imbattable, aux étranges bibelots égyptiens, et réussis à me satisfaire d'un chapeau, souvenir très prisé des touristes, et du turban qui l'accompagnait comme il est de coutume en Orient.
Une fois ces achats promptement réalisés, je flânais avec mes amis, me délectant du spectacle qu'offrait ce peuple singulier. Je découvris de vieilles maisons aux façades en bois sculpté, qui auraient valu une fortune aux États-Unis. Ici, elles abritaient des indigents. Les autochtones étaient manifestement habitués à voir des étrangers, car nous n'intéressions que ceux qui souhaitaient tirer profit de notre venue. Nous ne fûmes jamais malmenés, personne n'eut à brandir sa canne. Nous croisâmes sur le chemin un grand nombre de mendiants qui, sans surprise, s'approchèrent en gémissant pour tendre la main, mais ils ne furent pas pénibles au point de mériter des coups plutôt que des aumônes. Ils étaient si pauvres qu'au lieu que ma compassion s'éveille, comme c'est généralement le cas, mon cœur se durcit. Ils semblaient nous jeter leur difformité au visage, pour que nous les chassions une bonne fois pour toutes de notre vue en leur donnant de l'argent. Tandis que je contemplais une file de chameaux qui s'avançaient lestés d'un chargement de bois, j'aperçus un groupe d'Égyptiennes. Elles étaient de petite taille et vêtues de larges tuniques noires. Sous leurs yeux, un long voile noir leur tombait jusqu'aux genoux. Comme si elles craignaient que cela ne suffise pas, un tissu leur couvrait également le front. Il pouvait être doré ou d'une étoffe noire quelconque. L'une d'elles tenait un bébé nu dans ses bras, il reposait sur sa hanche, ses courtes jambes brunes accrochées à sa taille, comme s'il escaladait un mât. Sur la plage, nous rencontrâmes des hommes rassemblés autour d'un alligator qu'ils venaient d'attraper. L'animal était immobilisé par une corde nouée en plusieurs endroits, sur laquelle tiraient 6 hommes noirs. Les porteurs d'eau publique effectuaient leur dernier voyage de la journée, une gourde en peau de chèvre toute boursouflée, placée dans leur dos. La nuit tomba sans crier gare, nous forçant à retourner précipitamment au Victoria. Cette fois, les bateliers nous interdirent de poser un pied sur leur embarcation tant que nous ne les payions pas. Le tarif avait doublé par rapport à celui de l'aller. En dépit de nos protestations, ils déclarèrent que les prix augmentaient après le coucher du soleil. Le ravitaillement en charbon touchait à sa fin quand nous embarquâmes, mais nous assistâmes à des scènes inoubliables. Des torches vacillantes et suintantes au bout de longs bâtons éclairaient une foule d'hommes nus, empressés, bousculés, s'échinant à porter de la barge au bateau de lourds sacs le long d'une passerelle escarpée. Le bruit était ahurissant. Tous hurlaient ce qui leur passait par la tête. Le lendemain matin, je me levai plus tôt qu'à l'accoutumée, car je voulais, pour rien au monde, manquer le célèbre canal de Suez. Je gagnai rapidement le pont. Nous voguions au milieu de hautes berges sablonneuses, sur ce qui ressemblait à une immense cuvette. Nous avancions au ralenti sous une chaleur accablante. J'appris qu'il était interdit par la loi de naviguer sur le canal à une vitesse excédant 5 nœuds à l'heure, parce qu'un passage rapide provoquerait un courant qui éroderait les rives. Un gentleman qui avait voyagé la plus grande partie de sa vie nous aida à passer les heures ennuyeuses et suffocantes de notre traversée en nous retraçant l'histoire du canal. Commencés en 1859, les travaux ont pris 10 ans. On estime qu'ils ont coûté 18 250 000 livres, même si les pauvres Noirs employés comme main-d'œuvre ont travaillé pour presque rien. Les vies de 100 000 ouvriers ont été sacrifiées dans la construction de ce canal qui mesure seulement 160 km, 140 à vol d'oiseau. Une fois achevé, le canal mesurait environ 90 mètres de large, mais l'épaississement constant de ses berges l'a réduit de 30 mètres. Son fond mesure 21 mètres de large et sa profondeur est de 8 mètres. Il faut compter entre 20 et 24 heures pour rejoindre la mer Rouge. Aux alentours de midi, nous jetâmes l'ancre dans la baie face à Ismaïlia. Tandis que de nouveaux passagers embarquaient, nous pûmes visiter le palais du Khedive, bâti en retrait de la plage au cœur d'une forêt luxuriante. Puis nous reprîmes notre trajet le long du canal. L'environnement était morne. Les sémaphores, seul point vert que rencontraient nos yeux, témoignaient de ce que l'homme peut accomplir même dans le désert, pour peu qu'il y consacre suffisamment d'énergie et de ressources. L'unique spectacle qui venait égayer notre parcours était l'apparition fréquente d'Arabes nus courant le long des bergers en criant « Bakshish !» Nous l'avions compris, ce mot signifie argent, et de nombreux généreux voyageurs le relancèrent. Mais les mendiants semblaient ne jamais le trouver. Aussi continuait-il à crier « Bakshish !» jusqu'à l'épuisement. Nous dépassâmes plusieurs autres bateaux. Les passagers hélaient les touristes, mais la conversation se limitait le plus souvent à les interroger sur leur voyage. À un endroit du canal, nous vîmes un groupe d'hommes et de femmes au travail. Parmi eux se traînaient des chameaux chargés de pierres
qui devait servir à renforcer les berges. Au tomber de la nuit, on alluma une ampoule à la proue du bateau grâce à laquelle il put continuer à voguer. Avant l'introduction des lumières électriques, les navires n'avaient d'autre choix que de rester amarrés jusqu'au petit matin pour ne pas risquer de foncer dans les berges. En plus de ralentir la traversée, cet arrêt forcé augmentait considérablement l'inconfort des passagers. En effet, tout mouvement du bateau, même lent, permettait d'atténuer la chaleur qui semblait émaner des berges sablonneuses. Il faisait tout aussi chaud la nuit que sous un soleil de plomb dans un ciel sans nuages. Alors que notre périple touchait à sa fin, nous aperçûmes plusieurs campements arabes. Nous distinguâmes un faible feu rougeoyant, puis des silhouettes d'hommes et de chameaux au repos. De la musique s'échappait d'un des campements, et dans un autre, des gens s'activaient autour du feu pour préparer le repas ou restaient assoupis près des flammes au milieu de leurs bêtes. Nous atteignîmes bientôt la baie de Suez. D'emblée apparurent des embarcations qui, dans la pénombre et avec leurs voiles blanches, me firent penser à des papillons de nuit attirés par la lumière. Elles étaient chargées de fruits, de photographies et de coquillages aux formes étranges. Les marchands montèrent à bord. Parmi eux se trouvaient quelques baladins. Les passagers prêtèrent peu d'attention aux vendeurs ambulants, car tous désiraient voir les artistes en action. L'un d'eux était un noir seulement vêtu d'une écharpe, d'un turban et d'un sarouel, dont la doublure servait de refuge à 2 lézards et un lapin nain. Il prit plaisir à nous divertir et récolta son dû avec autant d'allégresse. Il refusa néanmoins d'exhiber ses petits compagnons, préférant exécuter un tour avec un mouchoir et des bracelets. Je fus désigné dans le public pour l'assister. Il tint d'abord devant nous le mouchoir, qu'il avait au préalable secoué pour montrer qu'il ne cachait rien. Il dévoila ensuite un petit bracelet de cuivre qu'il plaça dans le mouchoir. Il posa le mouchoir dans ma main en me recommandant de le tenir fermement. J'obéis, sentant les contours du bijou dans ma paume. Un souffle sur ma main, puis il reprit le mouchoir et le secoua. À la surprise générale, le bracelet avait disparu. Entre-temps, des passagers avaient subtilisé le lapin et l'un des lézards s'était caché dans un coin. Peiné de la perte de ses 2 compagnons, le magicien refusa de poursuivre son spectacle. Un homme sortit finalement le lapin de sa poche et le rendit au noir, qui retrouva le sourire. Mais il quitta le bateau sans son lézard. Après son départ, on vint me demander si je savais comment avait été réalisé le numéro. Je leur expliquai qu'il s'agissait d'un tour vieux comme le monde. L'homme avait cousu un bracelet dans le mouchoir et avait discrètement dissimulé l'autre bracelet qu'il nous avait exposé. La personne qui gardait le mouchoir tenait le bracelet, mais quand le magicien reprenait ce mouchoir et le secouait, le bijou cousu au mouchoir ne tenait pas au sol. Comme il exhibait le mouchoir vide en gardant le bracelet tourné vers lui, le public n'y voyait que du feu. Un Anglais s'indigna et voulut savoir pourquoi, si je connaissais le subterfuge, je n'avais pas confronté le noir. Je répondis simplement, à son grand courroux, qu'il ne me dérangeait pas que le magicien gagnât sa vie. Nous jetâmes l'ancre peu après. Certains soutinrent que c'était là, à cet endroit de la baie de Suez, que les Hébreux avaient traversé la mer Rouge. Des passagers passionnés d'histoire allèrent acheter des souvenirs sur la rive, ce qui montre qu'aujourd'hui encore, on peut circuler dans la baie sans se soucier de la marée et sans craindre pour ses jours. Quand nous nous réveillâmes le lendemain, la terre avait disparu et nous voguions sur la mer Rouge. Malgré la chaleur accablante, certains voyageurs s'efforçaient d'animer nos journées. Un soir, de jeunes hommes donnèrent un spectacle de ménestrels. Ils déployèrent autant d'énergie dans la préparation que dans l'exécution de leur numéro. Une extrémité du pont avait été réquisitionnée, un podium y fut monté, et la zone fut entièrement protégée des regards par des pans de tissu. Les rideaux verts utilisés pour l'office religieux servirent de rideaux de scène. Les jeunes garçons interprétèrent leur rôle de manière très honorable, mais comme l'air était particulièrement étouffant cette nuit-là, et que dans ce lieu clos les passagers souffraient plus de la chaleur qu'à l'accoutumée, il fut difficile de les captiver. Pendant l'entracte, nous nous retirâmes tous dans la salle de restaurant pour nous régaler de punch et de biscuits. Les acteurs apprécièrent ces rafraîchissements plus que tout autre, leurs visages noirs striés par les gouttes de sueur. Nous passions principalement nos journées à nous prélasser dans nos fauteuils sur le pont. Personne ne savourait ce confort plus que moi. J'avais troqué mon corset contre un corsage de soie
et je me sentais à l'aise, détendue, savourant chaque instant de ma paresse. À l'heure du dîner, nous voyions quelques dames partir en hâte se changer. Elles revenaient peu après en robe longue, avec décolleté et traîne, au grand amusement de certains passagers qui affirmaient que ce n'était certainement pas une tenue à porter au milieu de l'océan. J'enviais les tuniques de lin blanc que revêtaient les orientaux pour le dîner, car elles étaient non seulement confortables et appropriées, mais aussi très saillantes. Sur un bateau, les hommes s'amusent souvent davantage que les femmes. À bord du Victoria, ils ne risquaient pas de s'ennuyer. Cricket, très prisé, jeu du palais, fumoir, lieu de nombreux jeux d'argent, et tard dans la soirée, 1 heure ou plus passée dans un sombre recoin du pont, à compter ou à se laisser compter fleurettes par le sexe opposé. Ce repos forcé était pour eux des plus agréables. Les nuits sur la mer Rouge étaient si chaudes que les hommes fuyaient leur cabine pour dormir à la belle étoile. La coutume veut que ce soit les femmes qui dorment sur le pont, dont une partie, dans ces circonstances exceptionnelles, est réservée aux hommes. Pendant ce voyage, aucune femme n'eut le courage de montrer l'exemple, aussi les hommes eurent-ils le pont pour eux tout seuls. Par conséquent, les femmes se levaient à l'aube pour profiter de la fraîcheur du pont avant que le soleil ne recommence à darder ses rayons. À ces heures, l'on voyait généralement les hommes se promener en pyjama, mais je n'entendis s'élever aucune objection avant que le capitaine annonça, au grand désarroi des femmes, que le pont était réservé aux hommes jusqu'à 8 heures du matin et qu'on attendait des dames qu'elles restent dans leur cabine. Juste avant d'atteindre Aden, nous dépassâmes une chaîne de montagnes brunes connue sous le nom des 12 apôtres. Puis Aden apparut, colossale montagne nue, mais même avec des jumelles, nous n'étions pas en mesure de dire si elle était habitée. Il était un peu plus de 11 heures quand nous jetâmes l'ancre dans la baie. Notre navire fut encore une fois pris d'assaut par les embarcations de vendeurs ambulants et les impressionnants plongeurs orientaux dont on m'avait tant parlé. Les officiers nous avaient conseillé de ne pas nous rendre à Aden, véritable fournaise. Les femmes restèrent donc à bord à marchander avec des marchands juifs qui vendaient des boas en plumes et des plumes d'autruche. Les hommes se vantaient de les aider à négocier des prix, mais ils étaient bien plus souvent à l'avantage du vendeur que de leur épouse. En compagnie de mes compagnons les plus intrépides, je décidai de braver la chaleur et de découvrir ce qu'Aden avait à offrir.